Oui, bonjour à tous et à tous. Je me présente rapidement, je suis Marc Lamouret, j'ai été développeur in-house pendant plus de 15 ans. Depuis l'année dernière, je suis développeur indépendant et j'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et dès que je peux placer un peu de FileMaker, je le fais. Voilà. L'objectif de ce topo, c'est de vous présenter un peu comment utiliser FileMaker pour faire un site web et de réfléchir un petit peu quelles sont les différentes solutions. Alors, les différentes solutions, vous les connaissez. FileMaker Web Direct, ok. La publication PHP ou publication personnalisée. Et puis, le Data API, donc l'API FileMaker, pour pouvoir se connecter et récupérer des informations. Une chose est sûre, c'est que avec le FileMaker Web Direct, ça coûte cher, faut des ressources matérielles, c'est assez puissant. Bon, bref, c'est facile à mettre en place, mais ça demande un petit budget et c'est pas adapté à toutes les solutions. La solution PHP, c'est bien, ou la publication personnalisée, mais ça suppose une connaissance en PHP, en HTML, et tout de suite, par rapport à nous, développeurs FileMaker classiques, c'est quand même un petit peu compliqué. Il faut vraiment spécialiser. Donc, c'est fait pour les experts. Et le Data API, c'est très bien, c'est pratique, c'est une ouverture vers beaucoup de choses, des outils externes, mais il faut quand même un peu de connaissances web, parce qu'une fois qu'on a ça, on n'a pas tout. Donc, l'idée, c'est cool, l'ouverture, mais ça suffit pas. Alors, pourquoi je pourrais pas faire du web aussi simplement qu'avec FileMaker? Eh bien, tout simplement, moi, j'ai trouvé une solution qui s'appelle AppDrag. Un petit peu par hasard, on me l'a conseillé, on m'a dit ah bah tiens, regarde, il y a un truc, c'est facile, on peut faire des sites web et tout et tout. Et effectivement, c'est assez facile. Pourquoi? Parce que on a un éditeur visuel, on peut faire ses pages en drag and drop. Deuxièmement, on a à peu près 1000 bouts de code, éléments visuels que l'on peut déplacer dans sa page et constituer véritablement son interface comme on l'entend. Ensuite, on utilise du Bootstrap, donc un standard web, donc c'est rapide, efficace et surtout responsive, donc ça peut être aussi bien sur mobile, tablette, etc. en même temps. De l'autre côté, on peut intégrer, on a plein de petits éléments avantageux, une bibliothèque d'images qui est directement intégrée pour, par exemple, je cherche une image de chat, je fais cat et automatiquement il me propose des images de chat que je peux mettre directement en page, en fond, etc. Un module newsletter, un module de référencement qui est très performant, donc qui améliore votre référencement naturel, etc. Bon. Et puis enfin, il y a une solution qui s'appelle Cloud Backend qui permet de connecter des informations dedans. Dernier point, vous l'avez vu, c'est aussi une infrastructure robuste et sécurisée puisque c'est sur Amazon. Et globalement, il y a 12 niveaux de sécurité qui sont les niveaux de sécurité d'Amazon et il y en a 11 au niveau de AppDrag, de l'outil. Bien. Du coup, petite présentation du builder, de à quoi ressemble l'outil à proprement parler. Hop. Alors, à quoi ressemble AppDrag? J'ai créé un nouveau projet juste pour vous montrer. Le principe, c'est comme beaucoup d'outils CMS, vous avez des templates qui sont disponibles. Je vais pouvoir choisir un élément avec une landing page. Donc, vous voyez, j'ai différents types de présentation. Ok, je me dis ah bah tiens, ça c'est sympa, ça me paraît bien. Et ben je vais effectivement le sélectionner. Et directement, une fois que ça me plaît bien, effectivement, une fois que je l'ai vu, et ben je vais utiliser ce template dans un nouveau projet qui s'appelle mon projet. Qui va être par exemple un projet pour gérer un truc tout bête, un inventaire de matériel informatique. Okay, et donc là, vous voyez que ça vous présente un petit peu l'esprit dans lequel est fait cet outil, c'est-à-dire que derrière, vous allez pouvoir, votre projet, le modifier comme vous l'entendez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bloqué dans un template, vous allez pouvoir
prendre chacun des blocs. Donc vous voyez, donc la logique est la suivante, c'est que par exemple ici j'ai un éditeur rapide, hop, qui me permet ici de pouvoir, si j'ai envie de changer l'image, et dire, je prends n'importe quoi, hop, je me dis, tiens, plutôt que d'avoir un Bitcoin, je veux changer cette image dans mon header, bah, vous voyez que instantanément, en haut, mon image a été changée. Et puis, je descends, hop. Qu'est-ce que c'est qu'un Bitcoin? Bah, coucou, hop. Et instantanément, les éléments sont modifiés de manière totalement dynamique sur mon template. Bon. Ensuite, si j'ai envie d'ajouter quelque chose, par exemple le fait de mettre une section avec un beau visuel tout en haut, vous voyez, je fais du drag and drop, je l'installe et directement ici, j'ai la possibilité de changer l'image de fond. Hop. Et de dire, par exemple, dans mes images, je vais choisir, hop, une image de businessman. OK. Et une fois que j'ai terminé ma modification, je suis content, bah, j'ai plus qu'à publier et instantanément, mon site va être disponible et je peux le rattacher à mon site directement. Bon. Voilà pour le principe d'AppDrag. Mais c'est bien beau, on a vu qu'on pouvait créer des belles pages web, qu'on pouvait modifier, etc. Mais j'aimerais que cette page, elle soit dynamique, qu'elle puisse fonctionner avec le Data API pour pouvoir récupérer des données de FileMaker et surtout en envoyer. À commencer pour dire, je vais faire un petit formulaire d'inscription, et puis bah, une fois que mon formulaire d'inscription il est fait, je veux directement le recevoir dans ma base FileMaker, et une fois que je l'ai reçu dans ma base FileMaker, je vais envoyer un petit email de confirmation, on a bien reçu, etc. Et ça, c'est du FileMaker, et ça, c'est des choses que je sais faire, que je connais. Okay. Par contre, les solutions, à un moment, on a parlé de Zapier hier avec James, bah, par exemple, avec Zapier, on peut faire un formulaire qui va se connecter à FileMaker. Okay. Mais c'est tout de suite un peu compliqué, il y a des contraintes, alors que là, vous allez voir, on va faire quelque chose de simple. Okay. Donc démo du Cloud Backend. Donc l'idée, c'est de comment je vais connecter ma base FileMaker à l'outil que vous avez vu. Okay. Alors, tac, je reviens en arrière, voilà, sur mon tableau de bord. Tableau de bord. Et sur mon tableau de bord, j'avais un petit outil qui s'appelle donc la gestion de mes inventaires. Hop. Alors, l'idée, c'est que, vous voyez, j'ai une liste de produits et j'aimerais les afficher de l'autre côté dans ma base FileMaker. Ah ouais. Hop, je me reconnais du coup, parce que j'ai changé. Hop. Donc voilà, j'ai ma base FileMaker, j'ai des produits, j'ai des différents types, hein, et donc j'ai créé à l'intérieur, par exemple, bah, un modèle qui est dédié à l'affichage de mes catégories. Donc j'ai ordinateur, j'ai tablette, j'ai smartphone, etc. Et puis j'ai le nombre de références à chaque fois. Okay. Donc, je vais sur mon outil, et cette fois-ci, je vais ouvrir l'outil qui s'appelle Cloud Backend, qui est l'outil qui va me permettre de pouvoir interpeller la Data API. Okay. À l'intérieur, bah, je vais créer une nouvelle fonction, tout bêtement, et puis je vais l'appeler voir catégories. J'aimerais bien voir toutes les catégories disponibles. Ici, je vais choisir, parce que le code qui est utilisé, il y a plein d'informations, mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un code qui est généré, enfin qui utilise le serveur Node.js pour pouvoir communiquer avec le Data API. Et à l'intérieur, dans mes fonctions de démarrage, ici en bas, j'ai
un outil qui s'appelle, qu'on a développé avec le créateur du site, enfin de la plateforme, qui s'appelle le FileMaker Connector. Okay, et à l'intérieur du FileMaker Connector, je vais créer une nouvelle fonction qui s'appelle voir catégorie. Et à l'intérieur de ça, automatiquement, il m'a programmé tous les outils dont j'ai besoin. Et là, à l'intérieur, je vais avoir à remplacer mon nom de domaine, le nom de ma base, le nom de mon utilisateur, mon layout, et automatiquement, il va pouvoir me sortir les informations nécessaires. Okay, donc, c'est ce que je vais faire. Hop. Mon catalogue, mon username, mon mot de passe, et par exemple, je veux aller récupérer, je vais aller voir dans mon outil le layout avec l'ensemble de mes catégories. Okay, hop, je change. Et directement ici, je vais faire exécuter mes éléments et il va pouvoir se connecter. Ah oui, si je me trompe. Donc il me dit qu'il n'a pas trouvé. Hop. Je vais exécuter. Et vous voyez ici, je me retrouve dans un JSON avec mon record ID, ma modification, ma catégorie, etc. Toutes les informations qui sont sur mon modèle. Et vous voyez que ça a été très simple. J'ai simplement mis mes identifiants, ça a généré le token automatiquement, et ça m'a permis d'afficher mon JSON. Donc, moi, j'étais pas très fort en JSON, mais là, ça va, j'ai compris, j'ai juste à remplir les champs. Okay, maintenant, on va le faire afficher de l'autre côté, c'est-à-dire dans mon projet. Je vais me créer une nouvelle page, tout simplement. Hop, ici, hop, une nouvelle page, qui va s'appeler catégorie. Je vais créer. Hop, ici, j'ai une section vide, et je vais aller chercher dans mes éléments, par exemple, dans la partie section mixte, je vais choisir voilà, un truc qui se présente comme ça, où je vais pouvoir présenter mes catégories et mes éléments. Okay, ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Par contre, je veux que ma présentation, elle garde le format de 3 colonnes. Donc, vous voyez, je supprime ce dont j'ai besoin, mais je garde mes colonnes pour qu'ils se dupliquent automatiquement. Okay, et donc ici, qu'est-ce que je veux voir apparaître? Je veux tout simplement dire, va me chercher l'information qui est dans les catégories. Et donc là, du coup, ici, dans ma page, dans la partie avancée, je vais aller chercher ma source de données qui s'appelle ici voir catégorie. Où est-ce qu'il est Oui, voir catégorie. Sauvegarder. Et à l'intérieur, donc une fois que j'ai dit je fais ma liaison, à l'intérieur des éléments, ici, hop, dans ma colonne, hop, je vais aller chercher l'information pour dire dans ma source de données, ici, je ne l'ai pas validé, avancer, hop, sauvegarder, je n'avais pas sauvegardé. Donc ici, hop, hop, voir ma catégorie. Et ici, je vais pouvoir remplacer hop, les informations qui étaient dans mon modèle. Donc ça s'appelait, ici pour ceux qui se souviennent du CDML, c'est le même principe. C'est ma data source numéro 1, et je veux faire le nom catégorie. Hop. Je veux sa description.
Hop, DS1. C'était quoi? Est-ce que j'avais mis en son modèle? Le nombre de références, par exemple, voilà. Hop, hop. Et donc, du coup, pareil, ici, je veux modifier l'image. Et mon image, bah, c'est toujours le même principe. Ma data source numéro 1 égale IMG catégorie. Hop. Voilà. Et hop, je prévisualise. Ah. Et bien sûr, bon, je vais vous montrer avec la même, avec celle que j'ai faite, que j'avais préparée tout à l'heure. Hop, sur la partie. Oui, peut-être que je. Alors, hop, sur ma home page, je vais faire la même chose. Hop, prévisualiser. Tac. Restaurer. Voilà, et prévisualiser. Et donc, vous voyez que ici, j'ai l'ensemble de mes informations qui ont été déposées. Pour conclure, du coup, l'avantage de la solution, c'est que ça permet de concevoir son interface comme on l'entend, de pouvoir créer ces nouvelles fonctions dans le cloud back-end, et ensuite, à l'aide des différents éléments, créer sa requête et simplement l'appeler pour l'afficher. Pour aller plus loin ensuite, on peut imaginer qu'on peut faire des boucles de traitement pour mettre des conditionnels, pour dire j'ai un booléen, bah, je le transforme directement. J'ai la possibilité aussi, si mes informations ne sont pas dynamiques, de générer un fichier en dur qui va me permettre d'éviter de systématiquement requêter dès qu'il y a un client pour afficher la liste de mes produits disponibles actuellement. Okay, et je pourrais, dans ma solution FileMaker, demander à relancer. Voilà, donc c'est rapide, c'est souple, c'est dans l'esprit de FileMaker et c'est puissant grâce à Node.js. J'ai négocié avec l'éditeur 25% de discount avec le code promo FM 2018 et quelques petites questions-réponses. Ouais. Alors, pour le moment, oui. En revanche, vous avez tout à fait la possibilité, à l'intérieur, c'est du code le plus propre possible, donc vous pouvez exporter l'ensemble des données, mais par exemple, le Cloud Backend est lié, pour le moment, à Amazon. Voilà. Bon. Alors, l'ordre de prix pour un site, c'est à peu près 16 € par mois. Et puis après, si vous en avez plusieurs, c'est décroissant, mais c'est très bon marché. C'est qui l'auteur? L'auteur, c'est Joseph Ben-Kiran, qui est un franco-israélien et qui travaille avec une équipe en Angleterre, en Écosse notamment, et qui a développé un certain nombre d'outils, et notamment ils sont rentrés chez Atos Origin, qui est un gros développeur, enfin une grosse SS2I, et la solution est utilisée là-bas en production depuis quelques temps déjà. Oui. Est-ce que c'est utilisable avec plusieurs noms de compte FileMaker qui chacun se connecterait au même titre qu'un utilisateur sur FileMaker directement? Alors oui, parce que on peut très bien imaginer que dans la reconnaissance, on passe la variable, on fait un formulaire. Dans la variable, on va pouvoir récupérer les informations du nom du compte. Et à l'intérieur, tout à l'heure, je vous ai montré qu'on avait la possibilité de mettre des variables pour pouvoir récupérer le nom. Je vais vous montrer sur un bout de code. Ça va être plus rapide. Hop. Hop. Où est-ce qu'il est, moi? Ah ben, voilà. Si je prends un truc à peu près structuré sympathiquement, voilà. Hop, donc vous voyez ici un exemple
En haut, je définis mes variables de connexion, et là, je récupère mes variables en poste que j'ai passées. Et du coup, de manière dynamique, je les modifie et je peux me connecter avec des informations spécifiques. Et on peut faire un système de tokens à l'intérieur de l'application pour dire, bah tiens, je sais qu'il s'appelle Caroline, et je garde la session pendant 2 heures, par exemple. Du coup, le nombre d'utilisateurs FileMaker, du coup, il est plus... Il est plus lié, puisque c'est lié, par contre, à la consommation du data API. Voilà, ça, c'est la limite. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je pourrais faire une petite démo après, parce que le time est limité. Merci.